Bienvenue Imen Benzaouel. Merci Rachid. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe. Exact. Directeur adjoint ou directrice adjointe? Comme vous voulez. Directrice adjointe, en tout cas, à la Fondation marocaine pour l'éducation Financière. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, là, depuis quelques semaines, il y a tout un débat sur les libertés individuelles, l'éducation sexuelle aussi. Mais vous, on va parler d'éducation financière. Exactement. Et d'inclusion financière, Oui. de mobile paiement, tous ces enjeux aujourd'hui qui s'offrent à nous, qu'il va falloir, les défis qu'il va falloir relever, et puis le rôle aussi, qui est central de la Fondation marocaine pour l'éducation financière, de manière à ce que tous les citoyennes et citoyens soient en capacité de vivre avec son temps aussi, Oui. le rapport avec la banque, le rapport avec l'argent, le rapport avec l'épargne, c'est tous ces enjeux-là. Oui. Mais quand on parle d'éducation financière, Imen Benzaouel, c'est quoi concrètement? Éduquer des jeunes à l'éducation de comment gérer son budget, ses économies? Alors oui, effectivement, l'éducation financière, la définition que nous adoptons, c'est un processus qui permet le développement des aptitudes financières de la population et qui contribue à son bien-être financier. À travers quoi? À travers une gestion équilibrée du budget, que ce soit personnel ou professionnel, à travers une utilisation des prises de décision financières, D'arbitrage budgétaire au sein de... effectivement, des prises de décision, des comportements financiers responsables, à travers une utilisation avisée et responsable des services financiers aux besoins, et à travers l'utilisation de ces services financiers à bon escient pour pouvoir saisir les opportunités économiques et financières. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nouvelle, compétence, attribut, que c'est donné la Banque centrale, donc avec une forme d'autonomie pour la Fondation marocaine pour l'éducation financière, est venue parce qu'il y a un déficit, parce qu'il y a un décalage, il y a un décrochage, Pourquoi aujourd'hui on parle d'inclusion financière et d'éducation financière avec cette fondation? Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que les populations aujourd'hui, adultes, ont du mal à gérer leur budget? Le chef d'entreprise, patron de PME, TPE, confond le compte de l'entreprise avec son compte personnel. Est-ce que c'est ces différents paramètres qui ont fait qu'aujourd'hui, l'inclusion financière et l'éducation financière est devenue centrale? Alors, pour rappel, la fondation a été créée en 2013 et elle a été créée à l'initiative de Banque al-Maghrib, la Banque centrale, parce qu'il a été remarqué que c'est une thématique qui fait défaut, et pourtant, les institutions faisaient de l'éducation financière. Chaque institution faisait de l'éducation financière selon ses propres perspectives. Et donc, il a fallu mettre en place une structure officielle, institutionnelle, qui va permettre de coordonner tout ce qui se fait et qui va permettre au Maroc d'avoir une stratégie d'éducation financière connue avec ses cibles, ses visions. J'ai bien compris, la Banque centrale, de toute façon, est au-dessus de la mêlée, vous êtes l'intérêt général, en fait. Effectivement. Clairement, après, les autres institutions auxquelles vous faisiez référence, les banques et autres, mais chacun ses attributs. Vous, c'est plus l'intérêt général, c'est le secteur privé. Mais est-ce que c'est parce que 2013, donc date de naissance, j'ai envie de dire, de la Fondation? Oui. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a eu des comportements, entre guillemets, déviants d'un point de vue financier? Vous vous êtes dit, effectivement, aujourd'hui, ces populations qui, avec la démocratisation du crédit, il faut aussi, vous êtes rendu compte que, information à l'appui, que il y avait des comportements qui ont attiré votre attention. Alors, la création de la fondation s'est accompagnée par une étude sur la capacité financière. C'est menée par Banque al-Maghrib et la Banque mondiale, justement, qui a essayé d'approcher les compétences et les aptitudes financières des citoyens. Et ça a démontré justement, et les résultats d'ailleurs de cette enquête ont constitué la base pour lancer le premier plan stratégique de la Fondation en termes d'éducation financière. Ces constats étaient que les Marocains justement avaient des problèmes par rapport à la gestion du budget, pas au quotidien, mais sur le moyen et long terme. Donc, pas de visibilité sur l'épargne à long terme, sur la préparation de cette épargne, justement, sur le calcul. Son utilisation éventuelle aussi par l'État. Effectivement. Parce qu'il y a aussi un enjeu plus large, l'épargne. Oui, justement. Mais on ramène tout aux citoyens.
Quand on parle d'aptitude, c'est les aptitudes financières du citoyen. Quand on dit aptitude financière, et quand vous dites aptitude financière, Emmanuel Bazarwal, c'est quoi? C'est des aptitudes psychologiques, c'est des aptitudes culturelles, c'est des aptitudes sociales? Alors, les aptitudes financières, il y a plusieurs niveaux. On parle la première aptitude, c'est l'information, la connaissance, c'est l'awareness. La deuxième, c'est le comportement qui vient après. Après, l'attitude. La compétence, pardon. Donc, je reprends. Il y a l'information. Donc, je maîtrise l'information. D'abord, j'ai l'information. D'accord. Après, j'ai la compétence pour pouvoir utiliser cette information. Après, j'agis en conséquence. C'est-à-dire, j'adopte... En connaissance de cause. En conséquence de cause. Donc, j'ai un comportement adéquat. Après, l'attitude. Bon, il y a débat. Est-ce qu'il faut placer l'attitude avant le comportement ou le comportement après? En tout cas, ils se croisent. Mais là, vous vous adressez à qui concrètement, vous? Parce que vous avez vu que le paysage aujourd'hui, il y a les opérateurs télécoms qui parlent d'inclusion financière, il y a les banques aussi qui sont en fond dans l'inclusion financière. Mais chacun avec des centres d'intérêt, puisqu'ils sont dans le privé, oui. Avec des logiques financières et économiques. Mais vous, c'est pas le cas. Alors nous, l'éducation financière, ça s'adresse à tout le monde, à tous les citoyens. Bien sûr, on est obligé pour pouvoir être plus efficace d'avoir des cibles, de déterminer et d'identifier des cibles prioritaires qu'on touche de manière particulière, parallèlement au grand public, pour qui nous avons un rôle de sensibilisation en continu et de manière permanente. Donc les populations cibles, c'est qui? C'est avant tout les enfants, les jeunes? Alors, dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui a identifié justement l'éducation financière comme levier fondamental, nous avons pris les cibles de cette stratégie d'inclusion financière. Donc, nos cibles pour notre plan 2019-2023 sont les jeunes, 15-24 ans, les femmes, les ruraux et la TPE. On garde quand même les enfants et nous insistons pour garder les enfants en dessous de 15 ans. Pourquoi? Parce que ce sont les adultes de demain, les décideurs de demain, ceux qui vont... Donc, on considère que les enfants, indépendamment des changements des cibles par stratégie, les enfants, c'est une cible pérenne qui doit rester indépendamment de tout changement. C'est-à-dire que vous leur apprenez concrètement... Déjà, vous intervenez quoi? Dans des écoles, dans des centres de formation, justement, dépendamment de la cible. Les enfants, et c'est là où le mot éducation trouve tout son sens, les enfants, nous les approchons à travers des programmes de sensibilisation ou carrément de formation avec nos partenaires. Nous avons dans notre conseil d'administration le ministère de l'Éducation nationale. Donc, tout ce que nous faisons avec les enfants, en termes de programmes directs, c'est-à-dire directement... on accède directement aux enfants dans les classes, dans les écoles. C'est des programmes avec le ministère de l'Éducation nationale. Parallèlement, nous développons du contenu digital qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux autres cibles. Donc, question très bête et très idiote, que vous allez peut-être considérer idiote, en quelle langue? Parce qu'on a eu tout un débat, nous, sur Darija, pas Darija, la réintroduction du français comme langue d'enseignement. Alors, tous nos programmes sont en arabe et en français. Donc, c'est parfaitement bilingue. C'est parfaitement bilingue et même, nous nous orientons vers un arabe très simplifié, limite Darija. Oui. Ça dépend du contexte et ça dépend du contenu et ça dépend de la cible. Comme nous avons la femme rurale, c'est de la Darija très simplifiée. Oui, et je vais aller plus loin parce que nous avons formé des formateurs chez nos partenaires qui, eux, sont amazirophones et on a des séances. Vous êtes tout terrain, vous? On est tout terrain. La langue n'a pas du tout été une problématique. Non, du tout. Comme quoi, on a fait des séances... idéologique pour les politiques, mais pour les financiers, pour les... Voilà. On a récemment, au mois de juillet, fait une session de formation en éducation financière spéciale TPE en Terrifit. Pour la TPE, vous avez fait référence aux jeunes, aux femmes, mais vous avez aux ruraux, population rurale, et à la TPE. Et à la TPE. La TPE, comment vous faites avec la TPE, sachant que la TPE, c'est toujours un peu difficile. Il y a eu cet épisode de la facturation électronique, rappelez-vous, il y a quelques temps, où ça a été, l'administration fiscale a dû faire marche arrière avec l'absence totale de soutien politique, mais ça, je ne vais pas vous interpeller vous là-dessus, vous demander votre avis. Je rappelle que vous êtes à l'intérêt général, mais comment vous procédez avec une population qui est un peu réfractaire à tout ce qui peut être nouvelle technologie, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Comment vous faites avec eux?
Déjà, le modèle que nous adoptons, c'est que on fait de la formation de formateurs auprès de partenaires. Donc, pour chaque cible, nous identifions quels sont les partenaires publics ou privés et les membres qui vont nous permettre d'accéder à cette cible. Donc des espèces de partenaires médiateurs. Un petit peu. Point relais en tout cas. Voilà, point relais. Donc on va chez ces partenaires, on monte un programme pour atteindre cette cible. Nous formons les formateurs de ces partenaires qui déploient pour nous et à travers nous du contenu d'éducation financière dédié à chaque cible. Si on prend juste Maintenant, on prend l'entrepreneur. Déjà, pour mettre en place le contenu d'éducation financière de l'entrepreneur, on a dû faire une étude. Parce que c'est une cible particulière qu'il faut connaître. Vraiment, ce n'est pas le C'est-à-dire contenu. connaître ses comportements sociaux, Comment, culturels. ses comportements plutôt financiers. D'accord. Comment elle utilise les services financiers. Parce que nous. Est-ce qu'elle a un compte en banque? Est-ce qu'elle est Est-ce bancarisée ou pas? Est-ce qu'elle a- voilà, quand elle a besoin de financement, comment elle fait? Elle sait quel est le financement adapté à son étape de vie, à son besoin réel en tant qu'entrepreneur. Donc toutes ces questions, c'est une enquête que nous avons menée en fin 2017 auprès de 1000 entrepreneurs, TPE, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, et même certains qui ont des activités génératrices de revenus. Et le constat a été, on a eu deux grands constats dans les résultats, c'est que d'abord il y a un besoin en communication de masse, de messages d'éducation financière de base. C'est-à-dire que quand le projet de loi de finances, par exemple, prévoit la mise en place d'un fonds de 6 milliards de dirhams pour le financement de l'entrepreneuriat, il faut que cette information qui a été décidée par l'exécutif, par le ministère de l'économie et des finances entre autres, il faut que ça descende en cascade et que l'entrepreneur aussi, qui serait éligible à ce fonds, puisse avoir l'information. Est-ce que c'est ça, grosso modo? Déjà, il faut qu'il ait l'information, il faut qu'il ait accès à l'information, mais il faut qu'il comprenne l'information. Donc il y a les deux défis en fait. Il faut qu'il ait la confiance. Là, on parle d'aptitude, de compétences, mais aussi la confiance nécessaire en soi pour comprendre, pour poser les bonnes questions, pour chercher justement l'information. Parce que d'une part, nous avons des structures existantes qui font de l'accompagnement, mais on a en face des entrepreneurs qui ne savent pas où aller, à quelle porte taper, comment demander un financement. Est-ce qu'ils gèrent déjà son business de la manière convenable pour pouvoir aspirer à un financement? Alors, il y a toute une série de compétences qu'il faut développer chez l'entrepreneur pour qu'il puisse gérer et ses finances professionnelles, mais aussi gérer les financements dont il en a. C'est effectivement le comportement qui doit changer de la part de l'entrepreneur, de cette population cible, mais est-ce qu'il y a le comportement aussi de la banque, de l'institution bancaire qui doit changer aussi? Est-ce que je vais vous faire référence au dernier discours royal, par exemple, voilà, où il a été demandé par le chef de l'État une implication plus forte, en tout cas du secteur bancaire, dans son ensemble et dans sa globalité, et à l'égard aussi de ces catégories de population, de jeunes entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, vous voyez? Oui. Est-ce que là, du coup, il y a un changement de mindset aussi qui doit être double, à la fois auprès de l'institution bancaire, la banque classique, dans son ensemble, et l'entrepreneur. Donc c'est un double ricochet. Oui, effectivement, et d'ailleurs le fait que la TPE ait été identifiée déjà avec la stratégie nationale d'inclusion financière comme cible prioritaire de cette stratégie veut tout dire. Veut dire que il y a d'une part un côté offre à développer de manière à répondre aux besoins. Plus d'assouplissement, c'est un tout. C'est des offres adaptées et accessibles. Donc c'est un tout. Parallèlement, il y a un côté usage, et c'est là où intervient justement l'éducation financière. La démocratisation des usages. Effectivement, c'est développer et démocratiser l'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, parce que très souvent, quand on est avec des banquiers, et avant votre venue, j'ai eu un échange avec un patron d'une banque, qui pour lui, il me dit, OK pour l'inclusion, mais moi j'ai la stabilité financière assurée. Parce que dans l'esprit de certains banquiers et financiers, l'équation, c'est inclusion, OK, parce que c'est leur intérêt aussi, c'est l'intérêt de tout le monde, mais stabilité, c'est-à-dire je ne peux pas faire de l'inclusion pour faire de l'inclusion. Oui. Est-ce que vous êtes confronté aussi à ça et que, voilà, comment vous dépassez un petit peu cette réalité problématique? Les débats, les recherches, les études à l'international ont tous démontré que
une inclusion financière maîtrisée, couplée d'une stratégie d'éducation financière qui va dans le même sens, fait que le tout contribue à la stabilité financière. Parce que d'une part, on a un développement de l'offre qui est maîtrisé, mais parallèlement, on a une utilisation, parce qu'il ne s'agit pas d'accéder au financement pour y accéder. Il faut justement accéder au financement pour en faire un moyen de créer une richesse, d'inclusion économique et sociale. Donc, il ne s'agit pas... le maximum de personnes dans les circuits financiers. Effectivement, mais les intégrer... Si non, on insiste justement parce que beaucoup de pays, il y a une grande confusion entre inclusion financière, bancarisation. Il ne s'agit pas de développer la seule bancarisation, c'est les services financiers de manière générale. Et d'ailleurs, j'allais justement vous parler de la notion de bien-être financier. La notion de bien-être financier que nous ciblons tous, soit à travers l'éducation ou la stratégie d'inclusion financière de manière générale. Comment on peut dire qu'une personne elle est dans le bien-être financier? C'est lorsqu'elle a la maîtrise sur son budget, donc elle est capable, elle ne se laisse pas déborder par son budget. Par les comportements de dépensiers irraisonnables, irresponsables, lorsqu'elle sait choisir et utiliser le service financier qui lui convient, lorsque elle sait gérer et dépasser un choc financier. Et quand on dit gérer et dépasser, ça veut dire qu'elle fait de l'épargne, qu'elle a une assurance. Pour éviter les fins de mois difficiles et qu'à partir du 10 ou 15 du mois, on se gratte la tête et on se dit, j'ai encore 15 jours à attendre avant que mon salaire soit viré, en clair. Donc pour éviter ces situations-là. Effectivement, c'est vrai que culturellement, nous, comme en tant que Marocains, il y a beaucoup de facteurs de croyances, culturelles, qui nous empêchent d'avoir justement ces craintes par rapport aux sinistres de la vie, qui nous empêchent justement d'avoir des comportements financiers prévoyants. C'est ça en fait, vous faites de la prévoyance financière, vous. On est pour de la prévoyance financière, justement. On est pour. Et on part du principe que tout le monde doit avoir la possibilité d'être prévoyant financièrement. On sait qu'il y a des contraintes économiques qui empêchent justement certaines catégories de la population à avoir ce réflexe de prévoyance. C'est-à-dire des revenus pas suffisamment élevés. Pas suffisamment, ou carrément à l'absence de revenus. Et justement, c'est pour ça que dans notre stratégie, on vise à intégrer les contenus d'éducation financière dans les programmes de développement économique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de revenus, une dame dans le rural, vous savez qu'un tiers des femmes rurales marocaines aujourd'hui travaillent, ont des activités sans contrepartie financière. Ça c'est qui travaille. Est-ce qu'elle est éligible à l'inclusion financière? Est-ce qu'elle peut avoir aussi? Alors la femme, elle est doublement éligible. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part la femme qui participe à la prise de décision financière à la maison, même si elle n'est pas forcément contribue concrètement à ce budget. Donc, elle a une part de décision et on compte beaucoup sur elle parce que les femmes, elles sont plus prévoyantes, elles sont plus attentives à tout ce qui est... les lendemains, en fait. Surtout celui des enfants. Donc, elle peut laisser passer tout pour le développement et assurer... La rigueur budgétaire et l'austérité budgétaire dans le ménage, c'est la femme. C'est la femme. Parallèlement, la femme, elle peut se développer elle-même, et on vise l'autonomisation justement financière et économique de la femme. Donc, il faut créer des occasions pour parler de ça. Créer des occasions, ça peut être des séances d'éducation financière ou de sensibilisation financière, comme ça peut être dans le cadre de séances, par exemple, de développement humain, dans le cadre des programmes de l'INDH, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que des programmes d'alphabétisation. Oui, c'est prévu. Nous avons déjà un programme avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, dont plus de 80% des bénéficiaires sont des femmes. Et plus de la moitié sont généralement... Il y a tout un travail, une approche qui est faite dans ce sens. Effectivement. Et nous comptons beaucoup sur ces occasions d'échange et de sensibilisation financière, parce que la femme, elle peut se dire, tiens, moi j'ai des compétences en couture, ou je peux me développer, je peux acheter une machine. Il faut juste qu'il y ait le déclic. Et justement, ce déclic, c'est pas en restant chez elle qu'elle va l'avoir, mais c'est en créant justement des occasions d'échange
et des occasions de sensibilisation. Imen Benzaoul, juste une question un peu tranchée. Est-ce que vous, au niveau de la Fondation marocaine pour l'éducation financière, vous vous intéressez principalement aux populations défavorisées ou aux populations, j'allais dire, socialement confortables? Ou les deux? Parce qu'en termes de priorité, parce que je me dis, voilà, là on était effectivement sur les populations défavorisées, un petit peu la femme rurale et autres, oui. Ou ceux qui n'ont pas forcément de revenus, ceux qui, voilà. Mais est-ce que ceux qui ont des revenus conséquents ou moins conséquents, peu importe, est-ce que c'est aussi une population à laquelle vous vous adressez qui est ciblée par la Fondation? Déjà, l'éducation financière s'adresse à tout le monde. Elle n'est pas du tout... J'ai Bac+5, je suis aussi... Alors, ça dépendra de ton comportement financier. Ça ne dépendra pas du tout... J'ai Bac+5, j'arrive le 20 du mois, j'ai plus de sous. Vous êtes prioritaire dans un programme d'éducation financière. Maintenant, nous, le fait qu'au Maroc, on ait identifié l'éducation financière comme levier de l'inclusion financière, de la stratégie, on doit cibler en priorité les populations cibles de l'inclusion financière. Donc c'est ce que vous avez dit au départ, les jeunes, les femmes, les populations rurales et la TPE. Effectivement. Les populations dynamiques... Ceci dit, nous continuons à toucher le grand public. Donc tout le monde peut se retrouver dans les programmes d'éducation financière du fait, indépendamment de leur revenu ou de leur niveau socio-économique, mais surtout par rapport à leur comportement. Alors quelqu'un qui a déjà un comportement responsable financier, qui a déjà la culture de l'épargne, qui est prévoyant, qui connaît le paysage financier, il ne va pas se retrouver, peut-être qu'il n'a pas les moyens, indépendamment de ses revenus ou de ses moyens financiers. Donc ce n'est pas question de moyens, c'est question de comportement et de compétences. Comportement et de compétences. Justement par rapport à l'inclusion financière, chacun s'accorde à dire aujourd'hui que le développement de l'inclusion financière qui est nécessaire chez nous, parce qu'on a un taux de bancarisation qui reste faible, un taux de financiarisation qui reste faible, on parle de 25-30% maximum, donc ça reste, donc on voit toute la marge qui reste. Est-ce que par rapport à ces choses-là, quand on nous parle aujourd'hui de mobile payment, de tout ce qui est aujourd'hui en vogue, est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez aussi Bien évidemment. Parce que j'allais dire, il y a des opérateurs privés, des institutions. Oui, bien vous évidemment. Devinez, les télécoms et les banques qui se mènent une bagarre et une concurrence, mais ça, on est dans le privé. Oui. C'est extrêmement forte dans ce sens. Alors que plutôt que de lutter contre le cash, ils se battent entre eux pour les parts de marché. Mais vous, au-delà, vous êtes au-dessus. C'est pas les télécoms, c'est pas l'institution privée, c'est la Banque centrale. Sur mobile payment, comment vous voyez un petit peu tout ça, tout ce qui s'ouvre à nous aujourd'hui, où on a pris beaucoup de retard aussi? Bon, déjà, c'est la Banque centrale qui préside le conseil d'administration, mais nous avons un conseil d'administration public-privé, régulateur. Donc il y a les télécoms, il y a les banques, il y a tout le monde. Non, il y a les banques. Il y a les établissements financiers représentés à travers les associations professionnelles. Et il y a les régulateurs du secteur financier. Donc, on a une architecture complète et qui permet de couvrir le secteur et l'activité de manière globale. Ça, juste une précision. Oui, c'est important. Et par contre, pour le mobile, effectivement, tout ce qui est services financiers digitaux, c'est un levier d'inclusion financière. C'est un levier ou c'est le levier, Imen Benzaoul? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le levier. C'est un grand levier. D'accord, parce que vous l'avez constaté comment, on n'ouvre plus d'agences bancaires. Aujourd'hui, on parle de mobile payment, on parle de compte mobile, on parle même d'épargne mobile. Non, c'est un levier parmi d'autres. Il y a aussi l'assurance inclusive. Il y a aussi l'accès au financement. Ce sont des leviers. Il y en a 5. Entre autres, l'éducation financière. Donc, mais le mobile, pourquoi on en parle beaucoup? Parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau et parce que c'est le devenir aussi du nouveau modèle monétaire. C'est un modèle alternatif. C'est un modèle qui permet à l'accès aux services financiers de manière différente. Et c'est normal parce que c'est pas habituel dans les comportements. C'est un modèle disruptif aujourd'hui, ça, le mobile payment, pour les banques, pour l'inclusion financière, pour le rapport avec la bancarisation, avec la financiarisation. C'est aujourd'hui, comme beaucoup de pays dans le monde, je vois rien qu'à côté de chez nous, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, sont très avancés aussi en la matière. Je parle même pas du Kenya. Donc, c'est-à-dire parce qu'il y a des populations aussi qui étaient ça permet justement enclavées, et ça permet, comme je vous ai dit, de booster l'inclusion financière à travers permettre l'accès aux services financiers
à des populations qui n'avaient pas forcément accès aux services classiques. Comme ça peut créer une nouvelle dynamique dans l'utilisation des services financiers, une dynamique différente. C'est plus... C'est intéressant, mais parce qu'en fait, on change de logique, en fait. C'est pas de bancariser les gens, c'est pas que les gens on est 100% de personnes qui détiennent un compte bancaire chez nous, mais d'avoir un maximum de personnes qui soient dans des circuits financiers. C'est ça l'enjeu. Exactement. Je n'ai pas pu, au départ, vous parler rapidement de la vision de l'inclusion financière qui est favoriser l'accès et l'utilisation des services financiers, que ce soit transactions, paiements, financement, assurance, épargne aussi, à toutes les populations, ouais. À toute la population et aux entreprises, donc les individus, les entreprises, aux besoins et à des conditions favorables. C'est-à-dire des conditions favorables, ça veut dire quoi? C'est toutes les conditions de l'offre. Des taux? Ça peut être des taux, ça peut être les commissions, ça peut être beaucoup, ça peut être même l'accessibilité, ça peut être les conditions de manière générale, aussi bien tarifaires que autres. Parce que si j'ai un compte mobile, il y a plein de frais de gestion bancaire autres auxquels je ne vais pas être soumis. Oui. Par exemple, c'est aussi Alors, un véritable enjeu, ça. Voilà. Ouais. Et non, notre rôle, parce que nous agissons de l'autre côté. Ouais. Nous sommes de l'autre côté, c'est là de l'utilisation justement. Comment amener cette utilisation dans l'intérêt du citoyen lorsqu'il a besoin. Vraiment, on insiste sur cette notion de au besoin parce qu'elle est très importante. Le but, ce n'est pas de créer le besoin, mais de permettre à la personne d'avoir le discernement, d'avoir les compétences nécessaires qui soient avertis, en fait. Je veux prendre cette décision financière. Quel service financier va être nécessaire pour moi? En clair, Iman Benzaoul, vous êtes complètement autonome et indépendant de toutes les banques de la place. Vous travaillez sur l'individu de manière à en faire un individu réfléchi, averti, et qui, si demain il souhaite ou pas consommer du service financier, on se complète. On ne peut pas être complètement... on se complète parce que nous préparons les citoyens à une utilisation responsable. C'est très important. À ce qu'ils aient l'information, à ce qu'ils aient plus confiance, parce que l'information, vous le savez mieux que moi, c'est votre domaine, l'information, elle booste la confiance en soi quand on est informé, quand on est aware, comme on dit, sur le paysage financier, sur ce qui se passe autour de nous, les intervenants, qui intervient dans ce domaine, à qui je dois m'adresser lorsque j'ai des problèmes, quel rôle des régulateurs. Donc toutes ces informations dopent la confiance de la personne et fait qu'elle va agir de manière responsable, elle va poser les questions, elle peut même déranger, parce qu'elle va poser des questions averties. Mais ça veut dire qu'en fait, on est à la lumière aussi, parce que par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau de la Fondation marocaine pour l'éducation financière, de se dire, parce que vous avez vu toutes les études mondiales aujourd'hui, on dit qu'il y a des banques qui risquent de disparaître dans le paysage, il y avait toute une recomposition qui va se faire avec le développement accru du numérique, de la 5G et toutes ces choses-là. Ça veut dire que l'individu va se retrouver avec son partenaire de confiance qui va être son smartphone. Oui. Que donc du coup, alors, comme je vous ai dit, c'est nouveau, ça fait peur dès qu'on parle de quelque chose de nouveau, ça fait justement soit on se replie sur soi, on ne s'ouvre pas. C'est naturel. Oui, c'est humain et donc nous justement le but. J'ai parlé de la notion d'éducation financière digitale. Oui. Alors, il y a toute une série d'études. L'OCDE s'est attaqué à ça parce que l'OCDE a un réseau international dédié à l'éducation financière, aux études sur l'éducation financière. Et justement, on a vu que dans plusieurs pays, le fait d'innover et de mettre en place des services financiers innovants, justement, si on les accompagne pas par des programmes de développement de compétences des personnes qui vont les utiliser, ça peut même créer des formes d'exclusion. Et qui peut avoir des effets beaucoup plus dramatiques que celles d'aujourd'hui, les exclus socialement. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que parallèlement au développement de l'offre, on développe l'utilisation. Et encore une fois, comment on développe l'utilisation? Et parce que l'éducation financière sur les services financiers digitaux, elle est assez spéciale. Parce que... Il y a les algorithmes, il y a tout ça, c'est plein de choses. Il y a déjà, c'est une opportunité pour l'éducation financière de se développer de manière rapide parce que ça lui permet de transiter à travers ces services. Et c'est également une opportunité
pour transmettre rapidement l'information. Vous allez utiliser le service digital. Avant de l'utiliser, vous avez un petit contenu d'éducation financière qui va vous permettre de savoir comment l'utiliser. Donc, c'est une mise en pratique de nos programmes d'éducation financière rapidement. Et ça nous permet, nous, d'avoir aussi, de savoir sur le nombre de personnes qui ont reçu ce contenu, qui sont ceux qui ont pu rapidement et concrétiser l'opération, qui n'ont pas eu de problème, ceux qui on a pu toucher combien de personnes. Ouais, c'est des études d'impact, ouais. Donc le digital, c'est comme je dis, c'est un challenge, un gros challenge pour l'éducation financière, mais c'est aussi une belle opportunité pour un déploiement à large échelle. Large échelle. Est-ce qu'il y a une parfaite cohabitation entre secteur public et secteur privé là, dans ce sens? Parce que tout le monde a la même vision, c'est qu'il faut inclure et travailler sur l'inclusion de manière à faire adhérer un maximum de personnes, pas dans la bancarisation mais dans la financiarisation des circuits financiers, mais en même temps il y a des centres d'intérêt qui divergent, non? C'est-à-dire vous n'avez pas de logique, vous n'êtes pas sur une logique comptable et numérique économiquement. Par contre les institutions privées le sont. Oui, mais heureusement qu'il y a une stratégie nationale portée par le gouvernement, portée par le ministère des Finances, portée par la Banque centrale. Qui protège, c'est un rempart. Voilà, c'est un grand rempart. Et qui amène tout le monde. Nous travaillons dans le cadre de groupes de travail. Dans les groupes de travail, il y a le public et le privé, mais avec une seule et unique vision. Donc, c'est ça l'avantage, justement, d'avoir une stratégie à portée nationale. L'autre stratégie aussi à portée nationale, c'est de réduire au maximum les transactions en cash. Est-ce que c'est aussi un aspect, vous, de éducation financière, monétiser les personnes, donc des cartes, et plus de cash qui circule, ça permet aussi de réduire l'activité au niveau de l'informel. Oui. Est-ce que c'est aussi quand même un volet extrêmement conséquent quand je sais que je suis tombé sur un chiffre que 400 milliards, que les échanges en cash l'année précédente, en 2018, ont généré 400 milliards de dirhams. Alors, dans nos modules d'éducation financière de base, justement, et même pour ceux de l'entreprise, parce que dans l'entreprise, on a des modules sur la gestion de la trésorerie, la gestion du budget, et pour les particuliers, c'est pareil, à titre individuel, nous avons justement un module moyen de paiement. Et notre but, c'est quoi? Notre but, c'est de ne pas de venir chez une personne et de lui dire « Attention, ce service, il ne faut pas l'utiliser. Voilà ce qu'il faut utiliser. » Non. Notre but, c'est de donner l'occasion d'apprentissage aux gens, que ce soit à travers des formations ou à travers un contenu digital, pour qu'il sache lui-même que le cash, c'est pas bon. Avec tous les risques, nous donnons les opportunités et les risques de chaque moyen de paiement. Et la personne, après le module moyen de paiement, certainement, elle saura que le cash, c'est pas bon pour elle. C'est pas bon pour l'entrepreneur parce que ça manque de traçabilité. Et donc, quand il aura besoin de financement, il n'aura pas les conditions nécessaires pour justifier justement ses revenus et accéder au financement, mais également pour l'individu, pour suivre. On a parlé de suivre son budget. Comment il pourra suivre son budget au quotidien ou mensuellement si toutes ces opérations sont en cash, sans parler bien sûr du risque, parce que vraiment, nous savons que le cash, d'un point de vue macro, n'est pas bon pour le pays. Mais tout ce que nous avons s'adresse aux citoyens. Donc, il n'est pas bon pour le citoyen non plus. Et notre rôle, c'est de faire ressortir ce qui n'est pas bon et ce qui est bon pour le citoyen. Donc, le cash n'est pas bon. Donc, en tout cas, vous y attaquez. Ah oui, bien sûr. Je dis ça parce qu'il y a tout... Non, on a un module moyen de paiement. Ils sont en train de... en pleine concurrence, mais ils oublient qu'en fait, l'ennemi commun, c'est le cash. Sauf que l'approche n'est pas la même. Vous, c'est l'approche éducative et philosophique. Effectivement, et c'est par rapport à la personne et à ses propres besoins. Si elle est, par exemple, dans un cadre, elle n'a pas besoin de chèque. Je ne vais pas venir lui dire, écoutez, l'éducation financière, il faut absolument utiliser un chèque. Il faut qu'elle sache quels sont d'abord les moyens de paiement disponibles qui s'offrent à elle et qu'elle ait la connaissance et la compétence nécessaire pour choisir toujours. C'est notre but, c'est développer la compétence et permettre le choix.
Et ensuite, la personne choisit ce qu'elle veut. Oui. Mais en tout cas, vous allez vers le sens de l'éradication progressive du cash. Effectivement. On est bien d'accord, parce que c'est un Et véritable on enjeu insiste sur ça. pour le pays. Donc, Oui, voilà. parce qu'on ne vient pas avec des messages ou des contenus impératifs. Et il faut développer des compétences pour que la personne elle-même... et justement, on parle de comportement financier responsable. Juste un mot juste pour conclure sur l'épargne. Oui, On est un pays qui épargne très peu. oui, Trop peu. C'est pour effectivement. ça d'ailleurs que ceux qui sont les experts en macroéconomie vous disent que si on avait plus d'épargne, en tout cas, ça serait beaucoup plus facile de faire face à des facteurs des chocs exogènes. Oui. Voilà. Mais est-ce que là, dans ce sens, il y a quelque chose de... Voilà, culturellement, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas le logiciel qui nous permet d'aller vers de l'épargne et de la prévoyance. À niveau de l'éducation financière, est-ce que vous êtes en train de former? Parce que je rappelle que vous êtes en train d'éduquer, de former ces jeunes adultes de demain. Oui. Voilà, qui ont 10 ans aujourd'hui et qui auront 20 ans en 2030, pour la faire court, sur l'épargne. Est-ce que c'est un véritable enjeu aussi? 1, l'éradication du cash. 2, d'avoir des citoyens éclairés, il y a une maîtrise des services financiers et qui aussi soient sensibles à l'épargne. Alors, effectivement, je confirme que déjà l'épargne, c'est un peu, disons, le parent pauvre du comportement financier chez les Marocains. On est peut-être prévoyant sur le court terme, dans la culture, dans le très très court terme, donc l'épargne d'urgence. Oui, parce que on a la culture de... Je veux acheter une voiture, donc je commence à mettre des sous de côté, ce que vous voulez dire en fait? Non, Je c'est encore plus... Ou acheter l'appartement? Non, l'appartement, c'est l'épargne pour le projet. Et là encore, c'est très difficile c'est pas facilement abordable. Mais bien sûr, ce qui fait vraiment défaut, c'est l'épargne pour l'âge avancé, l'épargne pour la retraite, l'épargne pour l'éducation des enfants. Et le sujet de l'épargne, en tout cas, est au cœur de nos programmes d'éducation financière. Parce que quand on n'épargne pas, on ne peut pas parler de financement. Quelqu'un ne peut pas prétendre à demander un financement Un crédit, alors qu'il n'épargne pas. C'est illogique même. Et donc, c'est pour ça qu'il faut encourager l'épargne pour justement se préparer au projet moyen, long terme. Mais c'est des comportements au quotidien. On a parlé de processus et on a parlé des enfants justement. Nos contenus d'éducation financière pour les enfants, on ne va pas leur dire écoutez, il faut épargner tant par mois. Non, mais il faut qu'on développe chez eux des réflexes d'épargne. Par exemple, dans nos discours avec les enfants, dans nos capsules, on parle de, effectivement, grignoter demander un peu d'argent et le laisser de côté. Mais parallèlement, ce qui est très important, c'est que, par exemple, tout ce qui est consommation téléphonique, il faut pas trop abuser. Il faut penser il faut que l'épargne soit un réflexe, pas que financier. Un réflexe comportemental. Global. Après le financier, une fois arrivé à l'âge où on aura des revenus et on pourra commencer à réfléchir à une épargne financière. En fait, mais que ça devienne un réflexe naturel. Naturel. C'est pas parce que j'ai 100 que je dois dépenser 100. Je peux Justement. dépenser 70 et garder le sourire. Il faut déjà faire la distinction entre l'épargne d'urgence et l'épargne à long terme. Parce qu'il y a l'épargne. Et on a bien parlé de bien-être. Oui. Le bien-être commence justement lorsqu'on a la maîtrise de de notre budget, et le budget doit inclure une part de l'épargne. C'est important ce que vous avez dit. Mais gérer le risque. Oui. Gérer le risque. Le bien-être financier, c'est pas de gagner beaucoup de sous, mais c'est de bien gérer les sous dont on dispose. Exactement. C'est ce que je retiendrai entre autres. Donc bien gérer son budget. Oui. On peut être très heureux en gérant bien son budget et être très malheureux en gagnant beaucoup d'argent. Et toujours inclure dans son budget, justement, dans le cadre de cette bonne gestion, une petite part pour les jours futurs. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, comme on dit. Merci en tout cas à vous, Iman Benzaouel. Je vous remercie, Rachid, d'avoir permis justement cette occasion de parler d'éducation financière. J'arrête pas de parler de liberté individuelle depuis quelques jours et quelques semaines, avec le volet éducation sexuelle aussi, parce qu'on peut prétendre à cette liberté nous, on individuelle. se limite à la financière. Oui, mais vous avez cette notion de liberté aussi et d'éducation, donc elle est omniprésente, que ce soit dans la finance, dans la... Nous partons du fait que nous avons une obligation, justement,
Et c'est dans nos statuts, notre mission, c'est le développement des compétences financières des citoyens. Mais c'est une composante essentielle, vous savez de quoi? Du développement humain. Donc c'est pour ça que Pleinement. votre venue aujourd'hui a tout son sens. Pleinement. Votre débat a tout son sens. Et il était tout à fait naturel aussi pour moi et pour nous d'ouvrir le débat sur l'éducation et l'éducation financière avec vous, Imane En Benzaoui. tout cas, ça m'a fait grand plaisir et Plaisir partagé. vivement une prochaine occasion. On se justement. revoit bientôt Très bientôt. pour faire un point de situation. Avec Bilan plaisir. d'étape. Avec plaisir. Merci en tout cas, Imane Benzaoui. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe à la Fondation marocaine pour l'éducation financière. Oui. Merci à vous et belle journée. Merci Rachid.